Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver en ce mercredi 3 décembre 2025. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran va vous accompagner pendant 90 minutes. Et bien, puisqu'on va commencer le bal de cette matinée avec la journée mondiale des personnes à mobilité réduite, alors on en aura deux invités, pas des moindres. Ce sont des pépites. Restez avec nous pour les découvrir avec nous dans un petit moment. Et bien sûr, le volet santé en cette matinée, on va revenir sur la journée mondiale contre le sida et la semaine de sensibilisation contre cette maladie silencieuse et sournoise. Et bien sûr, on va parler aussi d'un deuxième volet de santé publique, c'est la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Voilà, alors on parlera aussi d'entrepreneuriat puisqu'on va recevoir la directrice du centre de recherche d'entrepreneurs accompagnée d'une jeune porteur de projet. Dernière ligne droite, eh bien nous allons, on va dire, percer la bulle et le secret des layer cakes avec notre invité. Alors restez avec nous, hein. Restez branchés Canal Algérie en cette matinée jusqu'à 9h30. Eh bien, comme d'accoutumé, on va commencer aujourd'hui. On a enfreint à la loi de Bonjour d'Algérie en fait. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire partager avec nous la beauté de l'Behia Wahran. On se retrouve juste après, restez avec nous. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت نروح لها صاير ولفك كيف سواها وفراقك انا قدرت عنه ولفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغاليه وسطيت العالية باليدين لها في قلبي هو لفك كيف سهل وفرقك ما قدرت عنه هو لفك كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه كيف سهل وفرقك انا قدرت عنه بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير هو بغيت لك صاير ولفك كيف سهل وفرقك ما قدرت عنه هو بغيت نروح لها صاير هو لفك كيف سهل وفرقك انا قدرت عنه هو بغيت نروح لها صاير أنا قدرت عنه والفات كيف سهل وفرقك أنا قدرت عنه والفات كيف سهل وفرقك لا قدرت فراقك ما قدرت عنه يا الجزائر. Alors on adore notre pays, impossible de quitter notre pays, même pas une minute. Donc on aime l'Algérie, on t'aime l'Algérie. L'Algérie c'est notre vie, c'est notre sang, c'est notre, on va dire, c'est Amarna quoi.
Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout au début, aujourd'hui, le 3 décembre, correspond avec la journée mondiale des personnes à mobilité réduite. Eh bien, nous avons avec nous un jeune athlète, c'est Zakaria Guerrouji, alors lui, il a choisi le kickboxing. Dans un petit moment, on va savoir pourquoi il a choisi cette discipline. Bonjour. Bonjour. Ça va? Marhaba bik. Allah يسلمك. Moi, je suis contente de te recevoir, en fait. Oh. Hein. مرحبا بك. الله يسلمك. On est content, d'ailleurs tout le studio est content de vous recevoir. واحد كيك بوكسينغ اسمح لي زعما انا خايفين منك. لا أنا عاقل. تعقل باينه. الله يسلمك. Bien sûr, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre entraîneur, monsieur Abdelkader Ben Issa. Comment allez-vous? صافا والله بها الحمد لله. نشكر قناة كان الجيري الاستضافة هذه. احنا اللي نشكركم اللي لبيتوا الدعوه تاعنا وميرسي بوكو d'avoir accepté l'invitation تاعنا. Vous avez répondu oui, vous étiez tout content quand on vous a appelé. Donc merci beaucoup. De rien. مرحبا بكم. الله يحفظك. Alors, qui est Abdelkader Ben Issa et qui est Zakaria Guerrouji? السلام عليكم. وعليكم الحاجة السلام. الأولى سموني قروجي زكريا، ملاكم وصانع محتوى رياضي في عمري 22 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. نشكر قناة قناة ألجيريا لهذه الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. كيفاش حتى اختاريت le kickboxing? Pourquoi avoir choisi cette discipline précisément? الحاجة الأولى أنا قبل ما نبدا نتريني كنت في ديبريسيون كبيرة، كنت مار في ديبريسيون من مور ما شغل ما لقيتش روحي حتى دخلت نتريني. كي دخلت نتريني شغل حياتي تسقمت، ولا عندي انضباط، وليت شغل نتمشى نيشان. هي تماك عاده باش Vous قدرت avez fait صحتي. des études? كيفاش؟ قريت؟ قريت، حبست في ترمينو. ترمينو هذا العام راني ان شاء الله راني نعاود في الباك، ان شاء الله ندي دونا معكم. Inch'Allah, Inch'Allah, ya ya Rabbi. Rabbi. Ben, j'espère. Comme ça, on vous appellera. Quand vous allez avoir votre bac, on vous appellera. غادي Inch'Allah. كي تدي الباك تاعك غادي نعيطوا لك ونرحبوا بك ونهضروا Inch'Allah, معاك. Inch'Allah, ya Rabbi. وي هذا وعد. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. مرحبا. الله يسلمك. Monsieur Ben Issa, بنيس عبد القادر مدرب في رياضة الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت والرياضات المشابهة. depuis quand راك entraîneur? منذ سنوات، حوالي من سنة 2006 كمدرب. كنت مساعد مدرب، مارست هذه الرياضة من قبل في أواخر التسعينات. مارست هذه الرياضة وأصبحت مساعد مدرب من سنة 2003 إلى 2006. 2006 كانت عندي قاعة خاصة، والآن راني مندمج في عدة نوادي على المستوى على المستوى الولائي، وراني الآن مع نادي ثاني، نادي حاج مسكين. رانا دايرين هذه الرياضة باش ندعموا بها الشباب. Gars, ce sont des personnes à mobilité réduite, on va dire, qui ont un handicap, ou là, qu'il y a même des personnes qui n'ont pas de problème, on va dire, physique. الرياضة هذه ينجم يدير أي إنسان، وعندنا جميع الأعمار وجميع الفئات العمرية لكلتا الجنسين. ثاني عندنا ذكور وبنات في هذه الرياضة. عندنا أبطال وطنيين، أبطال دوليين، أبطال في الاحتراف. عندنا عدة أبطال بدون ذكر اسمهم. وعندنا ثاني ملاكمين في ذوي الاحتياجات. لحد الآن راه عندنا زكريا. ماذا بين يكون عندنا بزاف الناس يندمجوا لهذه الرياضة وينخرطوا في الرياضات القتالية. ماذا بين نشوفوا بزاف عندنا شي ايسي يكون معنا، يحس روحه كيف الإنسان العادي. ما عندناش فرق ما بين ذوي الاحتياجات ولا إنسان عادي. Et comment vous avez adapté les entraînements pour une personne à mobilité réduite? Est-ce que عندهم les mêmes entraînements ولا انت كونت des entraînements على حساب la morphologie تاعه؟ بالنسبة للرياضة عندهم نفس الرياضة، ونتخرج من وحدة. كاين هكذا حاجة بارزوم ما يقدش يديرها واحد
عندنا مخصوص في حاجه ما يقدرش يديرها، عندنا حاجه نديروها له تخليه يكون بليس في ديك الحاجه اللي خاصته، يكون بيان. وفي الرياضه يخدم مع لي زاتلات عادي، ومع الملاكمين يخدم يلاكم مع ابطال دوليين ابطال وطنيين، انسان عادي كشغل ما عنده والو. باسكو انا على بالي بلي زكريا نتايا دير لو كينغ بوكسينغ اي لو فول كونتاكت لي دو ان ميم طون، علاش اختاريتهم للزوج؟ ما فهمتش. هي انا الاولى قبل ما نبدا كي بديت في السبور كنت داير باش نخدم لا بوكس، ومن مور ما بديت في السبور هذا وليت نشوف شغل البوان بوزيتيف، زيد شغل تعاون بك راك تضرب بك راك. اي على جال هذه شغل بديت بشويه بشويه حتى وليت نخدم كيك نورمال كيما اللي تقريبا كيما اللي بكرعيهم، ما وليت نحسها نقص ولا حاجه هكا زعما ناقصني، بالعكس وليت نشوفها بوان بوزيتيف. سي بيان باسكو هنا تحديت on va Oui. dire تحديت ليتا تاعك فيزيولوجيك فيزيك بلوتو تحديتها. كيفاش حتى تتحدى نتايا يوميا؟ اسكو عندك لي زونترينمون سي تو لي جور؟ هي شوف انا بارابور لي انا السيمانه فيها 7 ايام، لو كان جا فيها 8 ايام تريني 8 ايام نورمال. انا تقريبا هاد السيمانه تريني كل يوم، النهار اللي ما ترينيش كيك بوكسينغ تلقاني صال دو ميسكيلاسيون ولا نورمال. وعندي بروغرام نتمشى به، بروغرام اليمونتير، بروغرام تاع حديد ميسكيلاسيون ثاني. هذه هي صح. ولي زونترينمون تاعك شحال عندك من ساعه في النهار؟ عندي كيما كيك بوكسينغ عندنا ساعه ساعه ونص السوايع، وما ميسكيلاسيون ثاني ساعه ساعه ونص السوايع. في لا ميم جورني؟ لا فوالا في لا ميم جورني ديرهم للزوج لا. ولا دير ان جور فول كونتاكت ان جور كيك بوكسينغ؟ لا عندي كاين عندي 3 جور كيك بوكسينغ، 3 جور ميسكيلاسيون، كاين دي فوا ندير نهار في السيمانه هكا دي فوا نريح بصح ماشي دائما نديه. وكاين يا اما نسريني ميسكيلاسيون من موراها نروح نسريني كيك بوكسينغ. Ou du moment que Darouk, tu es un athlète, on va dire un athlète confirmé national, est-ce que tu as شاركت في des compétitions nationales لا. ولا même régionales ولا بالك في الولاية؟ حد الان وقت اللي رانا نحكي له مازال انا ماذا بيا نشارك في كاش بطوله وطنيه ولا على بالك ان شاء الله تكون بطوله عالميه ان شاء الله. صح مازال ما جاتناش فرصه. انا ثاني ماذا بيا لو كان تجيني فرصه نبين روحي نرفع علم تاع الجزائر بالك المدرب ان شاء الله. المدرب غادي يقول لنا دروك. بالنسبه لهذا النقطه هذه ماذا بينا نشوفوا ذوي الاحتياجات في جميع الرياضات الوطنيه والعالميه ان شاء الله. D'ailleurs, on a remarqué Ouais. la majorité les athlètes paralympiques, la majorité ce sont des médailles d'or. Oui. Ce sont des champions olympiques, ce sont alors واش هو السر تاعهم تاع النجاح تاعهم كاع كيما نهار؟ شوف سر النجاح تاع ذوي الاحتياجات خاصة عنده حاجه يحس روحه باللي سيتو ندير واحد كيما زكي ندمج في المجتمع، سواء داخل القاعه ولا خارج القاعه ولا في حياته نشوفوه توجور ايجابي، يحس روحه انسان عادي كيفنا، يتعامل مع الناس توجور بالايجابيه تاعها، الناس يتعاملوا معاه كشغل انسان عادي كيفنا، ما عندهاش حاجه خاصته ولا، وما نقولش باللي عنده حاجه خاصته باسكو مادام على بصحته وبعقله معانا ويخدم معانا ماذا بينا نشوفوا من الاتحاديات ومن الرياضات كاع يكون عندنا ابطال وطنيين وابطال دوليين ان شاء الله، ابطال عالميين في جميع الرياضات خاصه الرياضات القتاليه، ماذا بينا نكونوا ابطال. وعلاه لا نجم يجيب لنا بطوله زكي علاش لا؟ علاش لا؟ Alors, Monsieur Ben Issa, عندك un entraînement bien adapté, bien sûr, Zakaria, parce que c'est un jeune athlète déjà. Ça fait 2 ans اللي راه يتريني الكيك-بوكسينغ et le full contact. أنت وين تشوفه في quelle section? La section full contact ou la section kick-boxing? بالنسبه لي هذه النقاط تعرف هي رياضه واحده، كاين فيها قواعد وفيها قوانين في الرياضات، هو يقد يديرهم في زوج ولو مام
باسكو ما بين الفو كونتاكت والكيك بوكسينغ هي نقاط برك يتبدلوا واش في هما هذا الخدمه النقاط اللي في يتبدلوا؟ الخدمه تاع لي جومب كما في الفو كونتاكت ما نقدوش نتوشو لادفيرسير من الحزامه لتحت نتوشو غير من الحزامه لفوق ممنوع نضربوا في لي جومب داكور. والكيك بوكسينغ لا نقدروا نتوشو في لي جومب تحت هذا هو النقطه الوحيده اللي بيناتهم هذه هي لا هذا النقطه الوحيده ديفيرونس. فوالا D'accord, ce sont les mêmes règles de jeu. فوالا وفو كونتاكت يدوموندي باش نخدموا الارجل بزاف كي نكونوا في بطوله ولايه ولا بطوله وطنيه ولا بطوله عالميه يدوموندي يخدم الارجل بزاف. الكيك لا، الكيك يعتمد على الافراب ويعتمد على اختصاص، هو الاختصاص هو التوشي في لي جون بزاف. هذا هو الفرق ما بين الفول كونتاكت والكيك بوكس. دروك زكي جو مو بيرمي نقول لك زكي. كاش كاع الوغ انت كيفاش تقدر تتحدى هذه الاعاقه تاعك في ان سبور اللي يليق c'est-à-dire on utilise les deux jambes كيفاش؟ شوف انا على حسابي الاعاقه ما راهيش كاع بروبليم. المشكل الحقيقي ماشي ما تشوفش الحاجه اللي راهي ناقصاتك، شوف الحاجه اللي غادي تعوضها باش تعوض هذاك النقص اللي راه عندك. دروك كيما انا سيفري ما عنديش كرا بصح هذا ما نشوفهاش عائق، انا هذا نشوفه دافع وحافز باش نزيد نمد كاع الشيء اللي عندي في لو سبور. وكما يقولوا ثاني العقل السليم في الجسم السليم، تسمى الاعاقه الحقيقيه ماشي في الجسم، الاعاقه الحقيقيه في العقل. هذه ما استعدش اعاقه انا بالنسبه لي. والله ça c'est très beau ce que vous avez dit et c'est juste en plus. الإعاقة راهي هنا ماهيش في الفيزيك ولا. Exactement. Alors le kickboxing ولا la pratique du sport en général شا جابت لك حاجة جديدة في حياتك؟ كيك بوكسينغ شا جابت لي لا ديسيبلين، وليت منضبط بزاف شغل ما تما افون ما كنتش منضبط. قبلها ما كانش عندي انضباط، يعني ما كذبوش صراحه ما كانش عندي انضباط بصح كيما نقولوا لونترين خصك تريني نيشان ما تفيش باش توصل، خصك تكون عندك الاراده، خصك دير ديبي تاعك في الحياه باش تلحق في السبور ثاني كيما هكا. الحمد لله. الحمد لله. Donc tu es très motivé pour continuer هادو c'est-à-dire on va dire les entraînements et tout ما تكره ما تعيا ما والو. Donc c'est bien. والobjectif تاعك c'est quoi؟ لوبجيكتيف تاعي انا ماذا بيا شغل راني باغي نمثل الجزائر، لو بي تاعي راني باغي نرفع علم تاع الجزائر في لو موند ونخلي حاجه من موراي، من مور ما نموت راني باغي يتفكروني. زكريا كاين حاجه دارها كيما نقولوا كاين شي واحد الناس قبلي راهم ماتوا خلاو صوالح الناس يتفكرون بهم من مورا، انا ثاني نبغي كيما هكا من مور ما نموت نخلي حاجه من موراي تخدم عليا ولا يتفكروني بها ولا. هذا هو لو بي تاعي. Très bien. Alors, je vais le dire à nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Alors, je vais vous dire qu'il est 8h15. Donc, ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter avec Zeki. Alors, en hors émission, juste avant de rentrer au studio, juste avant de commencer le Bonjour d'Algérie. Alors, قلت لي أنت صانع محتوى، عندك المحتوى تاعك وين تحفز où tu encourages les personnes à mobilité réduite باش يديروا كيفك ولا اكثر. Alors est-ce que تنجم تهضر لي على هادو les vidéos de motivation؟ كيما انا كنت ندير لي فيديو تاعي في لا سال دو كيك بوكسينغ ولا لا سال ميسكولاسيون، ثاني دي فوا كنت ندير هكا دي بروغرام تاع اليمونتير ولا عندك دي بروغرام alimentaires؟ شويه ماشي بزاف شغل انا عاده في Quels sont ces programmes alimentaires؟ كيما نقولوا ماكله صحيه تاع الصباح، زعما الصباح كي تنوض اش تاكل؟ اياش تاكل انت الصباح؟ انا الصباح دي فوا ناكل بوغ ان اتليت؟ دي فوا دير بيض، دير شويه فروماج، دي فوا دير بانكيك دي تحسب السعرات الحراريه تاعها، شغل تاكل حساب ما تاكلش حاجه زياده بزاف باش تسمان ولا. وهذه و12 تفطر؟ على 12 دي فوا دير روز سكالوب، شغل حاجه سامبل فهمتي. كل خطره خاصك تبدل، دي فوا دير بطاطا كوشه كل عفسه كيفاش كل نهار وخاطش كل نهار كيفاش. لو كان تتبع زعما بروغرام واحد غادي تكره، خاصك كل يوم زعما تاكل حاجه سبيسيال تنوع لي غوبا تاعك. لو كان زعما ما غاديش تنوع غادي تحبس بروغرام، غادي تحبس سبور غادي تحبسها. لو كان زعما تكمل لي ماكله واحده كل يوم تاكل كما نقولوا كل يوم تاكل بيض تكره غادي تكره باينه. هذه يومين سي بون. كاين اللي يحسبوا زعما السبور كيما نقولوا تقضب ماكله وحده تقعد تاكل فيها ما هي لا ماشي كيما هكا، هي فيها الريجيم تتمشى به نيشان.
Eh bien, on espère qu'un jour, on va vous rappeler, on va vous appeler justement sur ce même plateau avec une belle médaille. Donc, اللي تجي وتقول لي c'est bon راني طلعت العلم تاع الجزائر. C'est bon, هيا لبلادي واش جبت لبلادي. Eh bien, j'espère que tu seras, on va dire, au niveau des Paralympiques qui ont eu des médailles olympiques, des médailles d'or aussi. Donc, je te souhaite un bon courage et un bon vent pour toi d'ailleurs. Monsieur Ben Issa, bon courage dans votre mission. Inch'Allah, ya Rabbi, merci. Alors, je dirais pas une mission impossible, c'est une mission possible. Oui. Shukran, merci, merci. Oui. Très bien, très bien. Alors, sujet sur la campagne de... non, justement, non. Là, je me suis vraiment trompée. Hein. Alors, sujet sur les activités de service d'oncologie au CHU de Mostaganem. Alors, signé Yasmine Amri, on se retrouve juste après. Comme chaque matin, l'équipe de soins à domicile entame sa tournée auprès des patients qui ne peuvent plus se déplacer. Une organisation minutieuse, préparation du matériel, vérification des dossiers, gestes techniques et modes d'accompagnement, bien plus que des soins, ces visites permettent de maintenir un lien humain essentiel et un suivi continu au cœur des foyers. Quand je sors avec l'équipe médicale, nous prenons les médicaments nécessaires avec nous et nous effectuons les soins nécessaires pour les soulager. Généralement, c'est des malades qui sont un petit peu fatigués, qui sont dans un état général plus ou moins altéré. Et donc là, sur proposition du médecin référent, c'est-à-dire l'oncologue, donc il y a une fiche thérapeutique qui se prépare dans le cadre du staff. Et là, c'est l'équipe qui se déplace vers le malade chez lui pour proposer les soins qu'il faut. Au sein de l'hôpital Dr Bensmaïn Boumediene, le service d'oncologie s'inscrit dans la même dynamique. L'objectif, offrir un parcours complet du diagnostic au suivi thérapeutique dans les meilleures conditions possibles. L'accueil est très bon et le service également. J'accompagne ma nièce ici depuis 2024 et tout se passe vraiment bien. قايمه بالواجب 100%. نداوي عندي كاع ناس ملاح وكاع وليداتي ونشكركم. On prend pratiquement toutes les tumeurs solides, les tumeurs malignes à savoir le sein, le poumon, la prostate, les tumeurs cutanées, le colorectal, le digestif. À ce moment-là, il y a pratiquement toutes les thérapeutiques innovantes, les nouvelles thérapeutiques. Et même les malades peuvent prendre ces traitements d'une façon plus facile. On reçoit régulièrement une moyenne de 70 jusqu'à 80 cures par jour. Nous disposons pratiquement de toutes les thérapies innovantes actuellement disponibles dans notre pays. Les thérapies ciblées, les immunothérapies, l'hormonothérapie, la chimiothérapie conventionnelle. Nous avons aussi une unité de soins de support qui prend en charge tout ce qui est accompagnement du patient par rapport aux effets secondaires des médicaments, par rapport aux symptômes de la maladie, traitement de la douleur, etc. Grâce à ces efforts conjoints, le CHU de Mostaganem améliore chaque jour la qualité des soins proposés. Pour répondre à la hausse des besoins, le service vient d'acquérir de nouveaux équipements, offrant ainsi aux équipes des outils modernes pour des soins plus efficaces, plus adaptés et toujours plus proches des patients. Merci à Yasmine Amri et de retour sur notre plateau avec nos deux invités et bien sûr galanterie oblige. On commence par un professeur que vous avez eu l'occasion de voir ici même sur ce même plateau. Alors elle nous a accompagnés et on la remercie vraiment beaucoup lors du Covid-19. C'était des moments très difficiles. Alors elle était en train de nous encourager un petit peu. Donc merci beaucoup. C'est le professeur Nejet Moufok. Alors elle est chef de service de l'infectieux à l'hôpital Mohamed Belaska. Bonjour. Bonjour Imen. Marhaba. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci pour tout ce que vous faites pour la santé.
Merci dans la wilaya beaucoup, d'Oran. merci à vous Merci d'être avec nous, merci de nous avoir encouragés pendant des moments très lugubres et très difficiles, parce que c'était un moment où chacun de nous a perdu un être très cher. Et puis voilà, on a surmonté un petit peu cette période. Alhamdoulilah, il y a eu des dégâts, mais bon, heureusement qu'on a pu quand même maîtriser un petit peu, mais bon. C'est notre Alhamdoulilah. mission et puis on est vivant déjà. Oui, c'est C'est déjà une chance beaucoup. qu'on a, oui. Voilà, oui, c'est déjà beaucoup. On a eu le Covid plusieurs fois. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, je crois que c'était mon ami. Hein. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Boukhari Youssef. Alors, lui, il est chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran. Bonjour. Bonjour Madame Iman. Ça va? Alhamdoulilah, très bien, barakallah. Eh bien, notre sujet aujourd'hui, nous avons deux sujets. Alors, une qui concerne bien sûr la semaine de sensibilisation contre le sida et bien sûr la campagne de vaccination qui a commencé le 30 novembre. Donc, on va commencer bien sûr par la journée mondiale qui a été fêtée ici même à Oran, d'ailleurs comme partout en Algérie. Donc, la journée mondiale contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette maladie qui continue à faire beaucoup de victimes, on va dire? Voilà, la célébration de la journée mondiale du sida, en fait, ce n'est pas une fête, mais c'est un jour, c'est l'occasion pour que les professionnels sensibilisent la population contre ce fléau qui ne fait qu'augmenter, en particulier dans les pays du sud de la planète. Parce que dans les pays du nord, ils ont essayé quand même de maîtriser la situation, ça se stabilise, ça reste juste concentré dans la population clé. Mais par contre, dans les pays du sud, ça augmente de façon drastique, surtout en Afrique, un peu de l'Asie du Sud et un peu aussi de l'Amérique latine. En Algérie, pratiquement, nous avons la même évolution. Les cas augmentent. Les cas augmentent et en plus, on ne dépiste pas tout le monde. Voilà. Voilà, donc nous avons déclaré l'année dernière 2400 nouveaux cas. Cette année, à la fin septembre, on était autour de 1800, mais 1800, il y avait d'autres qu'on n'a pas encore confirmés définitivement, c'est encore plus, et l'année n'est pas encore finie. Alors qu'on avait des objectifs, nous avons fait un travail vraiment très ambitieux pour vraiment diminuer le nombre de cas, pour arriver à l'éradication que l'OMS a projeté pour 2030, parce qu'on devait renforcer le dépistage pour arriver à 95% des personnes qui sont positives dans la nature, et il faut qu'elles soient diagnostiquées. Et ce n'est pas le cas. C'est impératif en plus, parce que Bien sûr. les laisser dans la nature, c'est très, mais on sait pas très dangereux. On ne sait pas comment le dépister, tant plus qu'ils sont asymptomatiques, parce que le problème, c'est que la phase asymptomatique de la maladie VIH, elle reste très très longtemps, plusieurs années, depuis la contamination jusqu'à l'apparition du sida où il y a des signes cliniques. Et pendant toute cette période, la personne n'a aucun signe. Elle vit normalement, elle travaille, physiquement elle est très bien, mais si elle a le virus qui se multiplie dans son corps, elle sème le virus dans la société. Effectivement, voilà. Et on sait que le virus, il a 3 voies de contamination, surtout sexuelles, c'est clair, mais il y a également parfois par le sang, quand les ustensiles ou les matériels, il n'est pas vraiment stérilisé, ou bien de la mère à l'enfant, lorsque la mère, quand elle est enceinte et elle est séropositive, elle risque de transmettre à son bébé avec un pourcentage de 25% des cas. Ouais. Par contre, si on la dépiste, et dans les textes du ministère, les recommandations, il faut dépister toutes les femmes. Pourquoi? Parce que si on dépiste la femme, si on trouve qu'elle est positive, on la prend en charge, on la traite, on s'occupe de l'accouchement du bébé, le risque de 25% se réduit à 1%, voire 0%. Et c'est pour cela que toutes les femmes positives qui ont eu des bébés depuis 20 ans qu'on fait ça, elles ont mis au monde des enfants qui se portent bien. Et du coup, ils ont fait plusieurs enfants après. Donc là, le but, c'est que 95% de la population qui est positive doivent être dépistés. Et le second 95%, c'est que ceux qui sont dépistés positifs, il faut qu'ils soient traités correctement. Et en Algérie, nous avons tous les traitements, même les derniers,
parce que l'engagement politique de l'Algérie, il est au plus haut niveau. On a tout, pratiquement, les traitements, ils sont gratuits pour tout le Effectivement, monde. oui. Voilà, donc il faut que 95% soient sous traitement. Et parmi ceux qui sont sous traitement, 95%, il faut qu'ils soient indétectables dans le sang. Quand on teste leur sang, on ne trouve pas de virus. Et si on ne trouve pas de virus chez eux, il leur est impossible de transmettre le virus à la population. Ni par voie sexuelle, ni par voie sanguine, et même la mère ne veut pas transmettre à son bébé. Donc vous voyez que cette méthode, elle est très facile, elle nécessite juste de la volonté, les moyens sont là. Il faut sensibiliser la population, même dans les lieux de soins, les sages-femmes, les gynécologues doivent dépister les femmes enceintes et proposer le dépistage à la population générale. Et quelqu'un qui se doute un peu un jour, peut-être 5-6 ans, il a été contaminé soit par un soin, soit par un acte sexuel qu'il a oublié ou n'importe quoi, il doit se faire dépister tant qu'il est en bonne santé. Parce qu'on continue à avoir en hospitalisation des patients à un stade très avancé où c'est un peu difficile de le remettre. On arrive quand même, mais... Alors, quelle stratégie justement pour la sensibilisation à se faire dépister, surtout que c'est un sujet quand même très délicat, donc il n'est pas accepté par tout le monde. La preuve, on n'en parle jamais. Pour la population, c'est tabou. Alors que ce sujet, quand il est tabou, c'est là où il y a danger en fait. Donc, quelle est votre stratégie, on va dire que ce soit la DSP ou alors vous d'ailleurs, vous en faites une affaire, vraiment une grande affaire de santé publique, d'ailleurs depuis le temps. Depuis la nuit des temps, on entend parler que professeur Moufark, c'est elle qui est en train de tout faire pour améliorer la situation du sida en Algérie. Il n'y a pas que nous, les infectiologues, qui font ça, nous, parce que les malades sont chez nous, c'est tout. Mais il y a beaucoup de secteurs qui font ça. Il y a même la direction de la santé, les PMI, les épidémiologistes, enfin plein. Et même le ministère, je dis, il y a cet engagement-là, et tout le temps, il lance des recommandations, des instructions, etc., pour que tous les secteurs, parce que le sida n'est pas une maladie, n'est pas qu'un problème de santé. C'est un problème qui touche plusieurs secteurs, l'éducation, le sport, les religions. Social. Voilà, c'est plus sociétal qu'une maladie. Le problème, ça reste tabou parce que ça a toujours une connotation sexuelle. Alors pourquoi? Parce qu'on croit que le sida c'est sexuel, c'est quelqu'un qui a des habitudes sexuelles pas normales, c'est un vagabond sexuel. Alors que non. Voilà, marginal. Alors que non, parce que quand vous voyez nos malades, ils sont issus de la population générale, comme tout le monde. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des femmes, des hommes, des enfants, des nourrissants. Il y a toutes les catégories de personnes dans notre... Mais ça reste tabou. Et ce tabou-là, il crée la discrimination et la stigmatisation. Donc ces malades sont rejetés, ils sont marginalisés. Du coup, il a peur, le malade. Donc il a peur de se faire dépister parce qu'il a peur que le regard de la société sera négatif sur lui et il reste caché. Donc ça va bloquer le dépistage, bloquer le traitement et bloquer la prévention. Effectivement. Mais si on il risque de faire du mal autour de lui aussi. Voilà, sans le savoir aussi. C'est pour ça qu'on veut faire le dépistage. Il passe par sensibiliser, former et inciter les gens à se faire dépister pour qu'on ait une vie meilleure, pour éradiquer vraiment ce virus. Parce que si on applique les 95%, 95, on peut éradiquer le virus en 2030. 2030, c'est dans 4 ans. Surtout que les avancées thérapeutiques, elles sont très... Bien sûr. Très le Covid nous a un peu perturbé cette démarche, mais on a la volonté, on a les moyens. On peut aboutir. Mais par exemple... Il y a un problème dans la société. Il y a des agents pathogènes et des microbes qui peuvent se transmettre par voie sexuelle, mais ce n'est pas un tabou. Par exemple, on prend l'hépatite B. L'hépatite B, elle est 50 fois plus transmissible par voie sexuelle que le VIH. Effectivement. Et 100 fois plus transmissible par voie sanguine que le VIH. Mais un malade qui a une hépatite B, il est soigné normalement dans la famille, il n'est pas discriminé. Mais le VIH, Moi, je lance un appel, d'ailleurs même le slogan de cette année, c'est casser les barrières. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des barrières, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles, il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Il faut casser la stigmatisation. Voilà. Et cette stigmatisation, elle existe même au sein du milieu médical, au milieu de soins. Oui. Parfois, on arrive difficilement à caser un malade dans une autre spécialité. Oui. Donc là aussi, alors qu'il y a une instruction qui dit... Il faut les prendre en charge au même titre que les autres. En plus, si on prend les précautions, ça ne se transmet pas, le virus. Effectivement. Et en plus, un malade qui prend un traitement, il est indétectable.
il ne transmet pas. Mais il y a cette crainte et cette peur. Et il y a une instruction qui dit, au cas où il y aura problème, il y aura des sanctions, il y aura. Donc, c'est comme si les gens Alors, je ne reviens vers suivent vous pas. dans un petit moment. Donc, je m'adresse à Monsieur Youssef Boukhari. Alors, la campagne contre la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que déjà, c'est un programme national. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Oran et les alentours d'Oran? Donc, merci Madame Imen. Concernant ce dossier-là, il est très important parce que la polio, c'est une maladie très dangereuse, elle est très contagieuse, elle est invalidante et parfois elle cause le décès de l'enfant. Effectivement. L'Algérie elle a eu la certification de la polio en 2017, mais malheureusement, nous avons détecté 3 cas. Un de nationalité étrangère et 2 de nationalité algérienne, au niveau du sud d'Algérie. L'OMS, elle déclare, c'est-à-dire un cas de polio, donc c'est un pays un petit peu à risque. Donc c'est pour cela. C'est une campagne internationale, pas que l'Algérie. Donc la poliomyélite, elle touche même les pays développés, aux États-Unis, en France. Mais nous avions la certification à cause de, c'est-à-dire l'instabilité des pays voisins, donc au sud d'Algérie, surtout au sud d'Algérie, la vaccination dans ces pays elle a été perturbée. Et durant les guerres aussi, donc, au niveau de l'Ukraine, la Palestine, et le Soudan, ces pays-là, donc l'instabilité politique, l'instabilité du pays, donc elle commence ces maladies qui ont été disparues, telles que la diphtérie. Qui refont surface. Voilà. Donc c'est pour cela l'Algérie elle a opté pour la vaccination générale de la population entre 2 mois et 59 mois, c'est-à-dire 2 mois et 5 ans. Entre 2 mois et 5 ans. Et quel est le programme de vaccination? Donc le programme à partir du 6, il y a 3 vaccins. Le premier donc le 6 au 30 et le deuxième entre le 21 décembre et le 30 décembre et le troisième après un mois après. C'est pour cela qu'on incite, c'est-à-dire la population, de vacciner leurs enfants. Surtout les parents. Surtout les parents, oui. La population, surtout les parents. Si vous vous souvenez, notre génération, par exemple, les années 60 et les années 70, il y a des enfants qui étaient avec nous à l'école qui portaient des béquilles. Oui. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on ne voit plus cela dans les écoles. Effectivement. Donc, grâce à la vaccination. Donc c'est une maladie. Mais est-ce que dans le temps, on va dire les années 60, les années 70, est-ce qu'ils se faisaient vacciner au moment de la naissance? Non, les années 60... Parce que ça a changé, le programme a changé, on va dire. Les années 60, dans les années 60, l'occupant français, il vaccinait que leurs enfants. C'est-à-dire les enfants algériens, surtout les enfants qui habitaient dans le milieu rural. Oui. Donc ils n'étaient pas vaccinés, ils n'ont jamais eu de vaccin. Après l'indépendance, donc nous n'avions pas beaucoup de médecins, pas beaucoup de paramédicaux. Et l'Algérie donc a rendu le vaccin obligatoire avec un décret gratuit et obligatoire avec un décret présidentiel. Donc dès le début des années 70, donc le vaccin il était disponible et tout le monde était vacciné. Mais on n'a pas atteint le taux de vaccination souhaitable. Mais ces dernières années, alhamdoulilah, on a atteint les 95%, c'est-à-dire de la population algérienne a été vaccinée. Mais malheureusement, dans les années 2016, il y a eu une polémique sur la vaccination. Justement, oui. Que ce sont des vaccins qui ne sont pas bien. C'est une chaîne privée qui a publié, c'est-à-dire avec des études mensongères, quand le vaccin n'est pas utile. Donc il y a eu la cassure de la vaccination en 2016, mais elle a repris après le Covid. Le 2016, après le Covid, donc elle a perturbé un petit peu la vaccination, mais alhamdoulilah, après le Covid, on a atteint, à Oran, maintenant nous sommes à 96% des enfants, de nos enfants sont vaccinés. Jusqu'à maintenant, il y a une forte demande de la vaccination. Et je demande le 4 ou le 5% de la population qui hésite à se vacciner, donc ils vaccinent leurs enfants. C'est un vaccin très simple. Et quel est le programme de la DSP pour la vaccination de la population qui habite dans des endroits retirés, on va dire? Bon, donc nous avons 9 EPSP et une trentaine d'établissements hospitaliers. Donc tout le monde est mobilisé dans cette campagne de vaccination.
les moyens lourds, ils ont été, c'est-à-dire, nous avons des clinomobiles, des équipes mobiles qui aillent Qui se déplacent dans les zones enclavées et on fait du porte-à-porte. C'est-à-dire nous avons des registres des enfants, nous avons de naissance. Donc là, nous avons 154 000 enfants à vacciner donc, dans cette période. Donc maintenant, nous avons les adresses et nous avons aussi les lieux de vaccination, de le vacciner. Donc maintenant, on est en train, dans les zones enclavées, on fait de la porte-à-porte. Et maintenant, certaines crèches, Ah oui, même les crèches, donc on vaccine les enfants dans les crèches. ils sensibilisent les parents. Ils sensibilisent les parents et on vaccine les enfants dans les crèches. Ah d'accord, vous vous déplacez vers les crèches. Vers les crèches, donc pour ne pas, c'est-à-dire parfois certains parents ils travaillent. Oui, ils n'ont donc, pas le temps des donc, fois, ils ne peuvent pas se libérer. Oui. Et la vaccination a début de 8h à 18h. Et même le jeudi, le vendredi et le samedi prochain. Donc Même les le parents, week-end. Oui, même le week-end, même les parents qui travaillent, donc ils ne peuvent pas vacciner leurs enfants. Le week-end, donc on peut vacciner leurs enfants de 8h à 18h dans n'importe quelle salle de soins ou pour le clinique au niveau de la wilaya d'Oran. Alors vous avez dit que c'est un vaccin qui est simple. 2 gouttes. Comment ça, 2 gouttes? 2 gouttes. 2 gouttes. On ne pique pas? Non, on ne pique pas. 2 gouttes, pas plus. Donc le vaccin. C'est aussi simple que ça, c'est bien. Donc le vaccin, cet enfant, elle a reçu ce vaccin. Donc il n'a aucun effet indésirable. L'enfant, quand il a 2 mois, il reçoit ce vaccin. Quand il a 4 mois, il reçoit ce vaccin. Quand il a 11 mois, il fait pour 5e année, 6e année, quand il fait sa première année scolaire. Donc le vaccin, donc il est habitué, notre corps il est habitué à ce vaccin. À ce vaccin. Donc jusqu'à maintenant pour le vaccin de la polio, il n'a eu aucun effet indésirable, sauf pour les personnes immunodéprimées. Donc ça, ils ont un programme de vaccination spécial. Spécifique. Spécifique. Ouais. Très bien, alors je reviens vers vous, professeur Najat Mouforq. Alors je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital Mohamed Bellaska. Alors je reviens vers ce sujet tabou, on va dire. Donc quelles sont les avancées thérapeutiques? Eh bien, les premières avancées sont dans le traitement. Parce qu'avant, quand on parle des années 90, il y avait des traitements, mais les traitements étaient déjà nombreux. Il y avait plusieurs comprimés que les malades prenaient toute la journée, avec des effets secondaires, des contre-indications, des conditions de prise, mettre dans le frigo, avant le repas, à jeun. C'était trop lourd et c'était vraiment toxique avec les diarrhées, les douleurs, les céphalées, l'anémie. Et on gérait ça très difficilement. Donc, après 30 ans, les médicaments sont vraiment améliorés. Maintenant, un seul comprimé par jour, par exemple, sans effet secondaire, sans interaction médicamenteuse. Mais le problème qui se pose maintenant, les malades, ils en veulent plus. Et ils veulent s'en sortir du VIH. Ils veulent guérir carrément. Donc, on n'a pas encore le vaccin, mais c'est en bonne voie. Mais ce qui est intéressant, il y a des médicaments innovants. On est en train de voir, parce que nous, en Algérie, quand on voit ce qui se passe ailleurs, il nous faut un peu de recul, quelques années, 2-3 ans, on voit vraiment si vraiment ça marche. Là, on ramène le médicament, on est parmi les rares pays du Sud qui ramènent le médicament déjà quand on fait des séminaires avec les étrangers. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est gratuit pour tout le monde, même les étrangers en Algérie se soignent gratuitement. Normalement, il n'y a pas ce souci. Donc, on a pratiquement les dernières molécules en Algérie, un seul comprimé par jour, ça marche très bien. Mais maintenant, il y a les injectables. Donc là, on a célébré la journée mondiale du sida avant-hier avec le ministère. Plusieurs ministères l'ONU SIDA. Justement parce que vous étiez à Alger. Voilà, déjà. Il y avait l'ONU SIDA, l'OMS et plusieurs secteurs du ministère étranger, intérieur. Enfin, il y a eu beaucoup de monde parce qu'ils sont tous engagés. Et après, nous avons suivi cette célébration par un atelier très important qui a assemblé tous les centres de référence d'Algérie. Oui. Et nous avons fait un atelier pour réactualiser notre guide de prise en charge du malade VIH. Donc, on a fait tout l'après-midi du 1er et toute la journée du 2 pour améliorer le traitement, apaiser, alléger, parce que c'est des traitements chroniques. Donc voilà, c'est quand même une contrainte pour un peu alléger et avoir moins d'effets secondaires. Mais ce qui s'est passé, avant par exemple il y a 30 ans, on avait des jeunes de 20-30 ans qui étaient contaminés. Mais maintenant, grâce au traitement, les personnes vivent plus longtemps. Ah oui. Voilà, donc on a une majorité de malades qui ont plus de 50 ans, avec toutes les conséquences de l'âge.
Par exemple, en Algérie, nous avons beaucoup de diabétiques, d'hypertendus, de cardiaques. Donc, ça s'applique aussi pour les patients VIH qui prennent de l'âge. Donc, et même, il y a l'âge, il y a la maladie elle-même, VIH, qui accélère le vieillissement un petit peu. Il y a les traitements aussi qui peuvent aussi impacter sur le vieillissement. Et du coup, maintenant, nous ne gérons pas que la maladie VIH et ses infections qui suivent, mais on gêne les comorbidités. Le diabète, la tension, les cardiopathies, l'atteinte rénale, l'atteinte osseuse, tout ça. Et donc, pour ça, il faut avoir un panel varié de médicaments. C'est-à-dire, on donne les médicaments à la carte. Par exemple, si on a, on va dire, 15 molécules. C'est du cas par cas. Voilà, on a 15 molécules. Il faut donner une trithérapie. On va choisir 3 de ces médicaments. Pour un diabétique, c'est pas comme un hypertendu, c'est pas comme un malade psychiatrique, c'est pas comme une femme enceinte, c'est pas comme un cancéreux. Donc, mais en Algérie, on a ça. On a des variétés et on aimerait bien avoir encore plus allégé, moins d'effets secondaires qui sont très faciles à prendre pour le malade. Parce que quand il les prend bien, on gagne l'observation. Il va prendre tous les jours sans problème. Il reste indétectable. Mais s'il ne supporte pas les médicaments, il va arrêter. Et s'il arrête, il va être détectable. Donc il va transmettre. Et en plus, le risque, quand il s'habitue au traitement anarchique, il risque de devenir plus fort. Ça crée des résistances où parfois les médicaments actuels ne peuvent pas répondre. Donc ça, c'est le but. Mais je pense qu'on est en Algérie, comme on est en très bonne voie. Le seul problème qui reste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tabou, la stigmatisation. Et là, on lutte pour ça. Donc le malade qui a le VIH, il ne contamine pas. Le virus ne se transmet pas comme ça. Il ne saute pas. C'est une transmission par voie sexuelle, donc on se protège. Par voie sanguine, on fait attention. Et de mère-enfant, donc là, il faut dépister les femmes. Et voilà, et donner le problème est réglé en principe. Alors, il est dans la stigmatisation. Là, il faudrait qu'on parle justement d'un point qui est très essentiel, c'est la prise en charge psychologique du malade atteint de HIV ou alors SIDA. Parce qu'avant d'avoir le SIDA, donc on passe par la période que moi j'appelle la transition, c'est le HIV. Alors le HIV, déjà avant la prise en charge psychologique, il y a 2 HIV en principe, le HIV1, le HIV2. Alors, quelle est la différence entre les deux? D'accord. Le HIV1, c'est un virus qui existe dans le monde entier. C'est le plus fréquent. C'est ce qu'on a maintenant. Il évolue vers le sida normal. Le VIH2, il existe que d'une région de l'Afrique subsaharienne. Il n'est pas très fréquent. Il est moins contaminant. Il ne se transmet pas par mère-enfant. Il peut être parfois résistant à certains médicaments contre le virus. Mais vraiment, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce que la population doit savoir, c'est que quand on est contaminé par le virus, ça dit, il faut insister sur ça. Il faut qu'on insiste. On est contaminé aujourd'hui, on ne peut rien faire. Par exemple, moi j'ai des patients, par exemple, qui ont leur bébé de 2 ans qui est malade. On cherche ce que c'est, on trouve le VIH. Et par l'occasion de son bébé, on va découvrir que les parents sont positifs. C'est des jeunes, ils ont la trentaine. Ils ont fini leurs études, ils travaillent, ils ont un poste bien, c'est une famille normale. Et après, quand on interroge, les parents ils disent on est tranquille. C'est vrai, c'est des gens qui sont tranquilles. Mais avant le mariage, il y a 6 ans, le monsieur, il a eu une petite aventure qu'il a oublié complètement. C'est pas ses habitudes, il n'a rien à voir avec ça. Et après, il me dit mais c'est ancien ça, j'ai oublié ça. C'est ça. Voilà. Donc les gens, il faut qu'ils sachent que c'est pas comme la grippe. On se contamine maintenant, on va tousser le lendemain. Effectivement, c'est pas pareil. On est contaminé aujourd'hui. C'est 7 à 8 ans après qu'on va commencer à faire les symptômes parce que le virus, quand il rentre, d'abord il s'installe, il se multiplie à l'aise, il campe vraiment des années. Il commence à détruire progressivement notre système immunitaire. Mais tant que le système immunitaire il est à son niveau quand même acceptable, 4 ans, 5 ans, on est bien. Donc, il n'y a pas de problème, on ne sent rien. Quand il est bien détruit, c'est au bout de plusieurs années, c'est là où le système immunitaire n'a plus de force pour combattre tout ce qui est microbes. Les virus, les bactéries, les parasites. Donc là, on commence à tomber malade. Et quand on tombe malade, on fait des signes, on va dire un signe banal. On va tousser, ça prend du temps, on va diarrhée sans arrêt, on maigrit, on a une inflammation de la bouche, on a des petits boutons. Ce n'est pas vraiment des infections spécifiques de la maladie sida. Et parfois, les malades traînent jusqu'à ce qu'ils présentent une maladie encore très grave où ils sont hospitalisés pour quelque chose de très grave. Et le cas se pose aussi avec les enfants. Un enfant, par exemple, quand il est contaminé par sa maman qui ne sait pas qu'elle est positive, il commence à faire des petits signes. Donc il est chez les généralistes, les pédiatres, il tourne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des diarrhées. On va dire, ah,
c'est une allergie au lactose, c'est une allergie au lait, c'est une maladie cœliaque. Et on commence un peu à le priver de pas mal de nutriments. Effectivement. D'accord. Oui. Après, il va tousser. Une allergie, il est asthmatique, non, c'est une alvéolite. Après, il commence à faire des angines à répétition. Après, il va faire des caries dentaires. On va dire à la maman, ah, vous donnez trop de sucreries, c'est pas ça, etc. Après, il commence à faire des otites chroniques, des otites. Ah, c'est la poussée dentaire, c'est normal, c'est la poussée dentaire, c'est normal. Alors, à l'âge 3, 4 ans, 5 ans, et on voit déjà sa croissance. Oui. Il ne pousse pas comme ses frères et sœurs, donc il est un peu petit. Et sa mère, elle vous dit, ah, il ne pousse pas comme les autres, etc. Et un jour, il tombe vraiment malade, il est hospitalisé en pédiatrie, et ils investiguent, ils trouvent positif. Donc, il est envoyé chez nous, et après, on dépiste les parents. Les parents sont en bonne santé, ils sont positifs. Et ça nous arrive de dépister les autres enfants, on trouve aussi des positifs. Il y a des familles, les parents et 3 enfants qui sont positifs. Donc, c'est pour ça que le dépistage est très, très important. Toute personne qui doute un petit peu d'une contamination, n'importe, c'est pas un marginal. Moi, les Ça patients ne coûte absolument rien du tout de se dépister. on ne doit pas les stigmatiser. On ne va pas dire il est positif, ça veut dire c'est un voyou, c'est un marginal, c'est quelqu'un. Non, nous avons, je vous assure, parce que nous, on reçoit beaucoup de stagiaires. Ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs. Quand on reçoit des stagiaires, ils voient la consultation, qu'est-ce qu'on reçoit en consulte, qu'est-ce qu'on hospitalise, ils sont choqués. C'est la population qui dit, ah, elle ressemble à ma grand-mère, elle ressemble à ma mère. Mais c'est de la population générale. Nous avons la population, je ne dis pas, un petit pourcentage d'hommes ayant des relations avec les hommes, de travailleuses du sexe, où il y a des drogues injectables. Mais par rapport au nombre de toute la file active, c'est une minorité. Donc le virus, il est en Algérie, il se transmet en Algérie, il touche la population générale et le plus souvent on est asymptomatique. C'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on n'a pas le virus. Donc dépistez-vous. Le traitement existe et surtout il ne faut pas qu'on discrimine ces patients-là. Ils sont comme tout le monde. Juste une dernière question sur la prise en charge psychologique. Comment elle se fait ? Alors, quand on reçoit le patient, nous, on a acquis ça avec l'expérience. Ça fait 30 ans qu'on travaille. Donc, on n'a pas acquis une grande formation. On a eu des petites formations comme ça. Mais le fait de rester toujours sur le terrain, nous avons une manière de transmettre et d'annoncer le diagnostic. Et quand on annonce le diagnostic, rapidement, tout de suite, on offre une prise en charge. On offre un traitement et on offre un espoir. On va répondre au patient, on va lui dire vous allez prendre un traitement, vous allez avoir un virus qui va diminuer, il va être cassé, l'immunité elle va monter et du coup vous allez avoir la force de vous défendre contre tous les microbes et même les cancers tout. Et donc vous allez vivre normalement, ils ont la même chance de vie qu'un sujet normal. Effectivement, parce qu'en 2025, sida c'est pas synonyme de mort en fait. Donc c'est synonyme peut-être d'espoir, pourquoi pas. Avant c'était la mort, maintenant c'est une maladie chronique à gérer. Et ils vivent, je vous assure, ils font des mariages, ils font des enfants, ils voyagent. Normalement, et physiquement, ils sont en bonne santé. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens les stigmatisent et vraiment, ils ont peur qu'ils soient... Nous, quand on a un qui est contagieux par rapport à une tuberculose ou autre chose, effectivement, donc là, on l'hospitalise et on écrit sur la porte, masque, etc. Donc, on sait voilà, la gravité, où elle se situe. Voilà, mais un VIH ne transmet pas. Quand même, voilà. Pas en 2025 on peut aller à la piscine avec eux, on peut être au restaurant avec eux. Effectivement, ça ne se transmet pas de cette façon, de toutes les façons. Il n'y a aucun problème. Donc, un dernier mot de M. Youssef Boukhari pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Bon, là, j'ajoute une petite phrase sur la prévention au niveau de la DSP contre le VIH. En Oran, nous avons 4 CD, centres de dépistage gratuits et anonymes. 4 CD. Donc, toutes les personnes qui veulent se dépister, donc c'est un dépistage gratuit et anonymement. Donc, nous avons un centre de dépistage à Ain Turk qui prend en charge toute la population qui vient en Oran. Le H Mejbartami. Très bien. L'hôpital Mejbartami. Donc, toute la population qui vient pour passer des vacances à Oran, ils peuvent se dépister à Ain Turk. Nous avons un centre de dépistage de Haïb Ouamama. Donc ça, il prend en charge toute la population, aussi la population migrante. Donc parce qu'ils sont centralisés au niveau de ce quartier. Donc même les étrangers qui sont en Algérie,
qui veulent se dépister, donc on les dépiste gratuitement aussi. Nous avons un centre à l'Aqid Lotfi, donc pour prendre la population générale aussi. Et nous avons un centre très important au niveau de la clinique mère-enfant Noir Fadila. Parce que nous avons deux établissements à Oran, le CHU d'Oran et Sainte-Anne. Sainte-Anne, voilà. L'ancienne Sainte-Anne. L'ancienne Sainte-Anne. Donc nous avons deux établissements qui prennent en charge les femmes enceintes qui ont le VIH positif. Noir Fadila et le CHU. Et le CHU. Donc même c'est-à-dire l'EHS, c'est-à-dire le mère-enfant Noir Fadila, il a une chaîne d'Elisa qui prend en charge. Donc chaque femme, avant l'accouchement, elle est dépistée. Très bien. Donc pour éviter la transmission, comme l'a dit le professeur, mère-enfant, parce que quand on dépiste, c'est-à-dire dès le premier trimestre, le deuxième trimestre, la maman, donc on oriente cette maman vers le service infectieux pour être réglé dans pour le traitement. Il peut avoir un enfant sain. Voilà. Alhamdoulilah, donc tous les enfants qui naissent en Noir Fadila avec la maman ou le père il est HIV positif, donc ils naissent sans problème. Donc, très bien. Alors, concernant la campagne de vaccination, votre dernière question, donc j'insiste, on demande aux parents de vacciner leurs enfants parce que c'est un virus qui touche. C'est un virus qui touche le système périphérique, le système nerveux périphérique. Oui. Il est handicapant et la contagiosité elle est rapide. Donc c'est pour cela qu'on insiste sur la vaccination pour avoir un enfant sain, c'est-à-dire qui marche, qui fait du sport, qui joue avec les enfants, dans de bonnes conditions, voilà, et qui joue avec d'autres enfants en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste compléter mon confrère. Pour le centre de dépistage, il y a le centre de l'Aqid Lotfi, et en même temps qui suit les toxicomanes. Oui. Donc c'est une prise en charge très très importante qu'on a oubliée. Il y a aussi le CD, le centre de dépistage, qui est au sein du CDR, qui est dans le centre de référence, qui est le nôtre, où il y a aussi un centre de référence. Donc, pour la maternité, il y a une autre maternité aussi qui travaille avec nous depuis très très longtemps. C'est la maternité de l'EHU, qui est présidée par le Dr Moulay, qui est en même temps président de la PCS. Il a travaillé avec nous au CHU. C'était pratiquement parmi les premiers gynécologues qui ont travaillé avec nous. Les premières césariennes, c'était fait par lui, en 2008, 2009, 2010. Et quand il a changé, il est parti à l'EHU. Maintenant, l'EHU ne prend aussi les femmes enceintes. Donc, ils ont tout à leur portée. Voilà. Donc, pourquoi... Voilà, il y a plusieurs zones. Voilà pourquoi empêcher... Ça marche très bien à Oran. Voilà, avoir une bonne parenthèse, on est à Oran en matière d'ETME, élimination, transmission mère-enfant du VIH. À Oran, on est la référence, on est les premiers et on est les performants par rapport à tous les territoires nationaux. Très bien. Je remercie le professeur Merzouk qui a initié cette initiative. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur certains points qu'on ignorait. Merci beaucoup. Alors, la naissance, quand on parle de naissance, une naissance saine, eh bien, nous, on a eu une naissance au Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran, puisque Nostalgie, c'est une rubrique qui est née aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, c'est une idée de notre journaliste et ami Selim Skandar. Alors, un espace temps suspendu dans lequel vous entraîne au fil des souvenirs doux, vibrants, alors parfois oubliés. Et quoi de mieux que pour inaugurer ce premier numéro? Eh bien, c'est une balade à travers la salamandre. Alors, chers amis téléspectateurs, ici, ou en Algérie, ou ailleurs, on va dire, regardez, c'est pour vous. Pour Jilali Boujma, ce moment face à la mer reste un temps suspendu, un exutoire dans un agenda surchargé entre les créations théâtrales et les tournages cinématographiques. La salamandre, c'est ma vie. Depuis 70 ans, on a fait la salamandre. Et je sors, je mets mes pieds dans l'eau, ça veut dire dans la Méditerranée. Et ma tête, elle fait travailler ma création. Donc obligé, le matin, je dois voir la mer. Et maintenant, on a créé le théâtre El Mouja à la Salamandre, qui a actuellement 42 ans. Et l'inspiration, elle nous vient toujours من لا ميديتيراني لا صلاة
Quelques mètres plus loin se situe l'école de formation théâtrale El Mouja, dont le fondateur est Djilali Boujmaa. Boujmaa nous invite dans son monde. Actuellement en pleine mise en scène d'une pièce théâtrale pour enfants, l'homme de théâtre suit les répétitions d'un œil aiguisé. Et n'hésite pas à monter sur scène pour mieux expliquer aux jeunes comédiens. À l'image de sa bibliothèque qui regroupe de tout ce que la littérature a de plus prestigieux, Djilali est un auteur de théâtre à succès, dont les spectacles sont salués de plusieurs prix dans plusieurs festivals. وانا دائما مع لا بيبليوتيك تاعي دائما مع لا ليكتور تشوف سورتو فوالا ها كيما جبتك تشوف حبيب بانغور لا ترافيرسي هذه راني اون ليكتور فيها كيما حبيب بانغور خدمنا لي زونفيمات ديال الظهره وين هو الاخر تاعها هذه لا بيس تاع لي زونفيمات ديال الظهره ولكن شوف المحرقه كما يقولوا تاع الظهره يهضر على لي زاليمو حيوان الظهره اللي ايزون ايتي بريلي في لاكروت لا هذا سبيكتاكل انا مونتي راه مونتي ومن بعد هنا عندي تشوف هذا فين راني في لا ليكتور اوسي بور لا ميموار اريك ارتيست اللي دارها عمر بالخوجه وين يهضر بزاف على لي زارتيست مستقنان مام لي زارتيست ناسيونال اللي جاو يزون فريكونتي الموجه باغ اكزومبل على اوماج عز الدين لاهور اوماج محمد بوعماري شوف كاع لي زارتيست هادو اللي يزون فيكو وجاو ويعرفوا لا سالامون هما هادو اللي عطاونا حنايا باش نتغداو في لار خاطركم ما عرفناش هادو في سلامان كيما هو سعيد بن يوسف هو حوليه علوله كي فريكونتي لا سلامون صراط بومدين اللي مات عنا في لا سلامون او مصطفى عبد الرحمن مع كاتب ياسين الحاجه ستيم كوميديان اللي ماتت اي فوالا هذا هو ولو تبقى ليله من عمري. Une quête permanente qui suit dans ses expériences théâtrales, mais plus seulement. En quête de nouvelles aventures, Djilali Boujmaa a partagé récemment l'affiche avec Jamila Arres dans le long métrage Jusqu'à la fin des temps. Un dramaturge qui tente le cinéma. Pourquoi se mettre en danger lorsqu'on mène une carrière dans le théâtre? Quelles sensations bien nouvelles peut-il courir? Le cinéma, parce que le cinéma et le théâtre, c'est deux mondes différents dans la logique des choses. Le théâtre, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre. Depuis les années 70, 80, etc., beaucoup, il y avait des ciné-clubs. C'est très important, les ciné-clubs. Là où on voit des films américains, on نقراو le cinéma à travers les films qui nous viennent de شاولي un gros plan, شاولي هذه. Donc, dès que ما كناش نهضروا على المثال على التياتر نهضروا على السينما باسكو علاه لو تياتر سي ديريكت سي افيك سي ان بوبليك ديريكت وكاع مي السينما سي اوتر شوز مي دي كو اون اي او بلاطو دو سينما اون دي ان بلاطو اون دي با اون سين تشوف دونك بلاطو يا ثاني اون اوتر ليكتور اون اوتر لاخر سي بور سا كو ليميتي باسكو السينما سي لانتيريور. Pendant 1h30, Boujmaa, le comédien de théâtre, nourrit Boujmaa, l'acteur de cinéma. هذيك لاتيريور نتعلمها في التياتر كون نكونش ان بون كوميديان في التياتر ونعرف لي ريغل دو لا سين صعب عليا السينما مام رياليزاتور كون يكونش يعرف لا ريغل دو تياتر صعب عليه السينما. Pour ce film, Djilali Boujmaa a déjà obtenu 2 prix de la meilleure interprétation masculine, dont le deuxième en date, l'Olivier d'Or décroché en Palestine.
Bien sûr que je suis très content, même très content, et même pour le peuple algérien, pour le peuple palestinien, c'est très important لينا c'est très important لبلادنا aussi. ماشي غير لي أنا, c'est pour ça que c'est le seul prix qui m'a touché. Alors que le film continue à récolter des prix dans des festivals internationaux, Djilali Boudjma est déjà sur des nouveaux projets artistiques, au théâtre comme au cinéma. Merci à Selim Skandar et puis félicitations au nouveau-né de Bonjour d'Algérie. C'est la rubrique Nostalgie assurée par Selim. Donc merci à toi et on attend le deuxième numéro la semaine prochaine, pourquoi pas. Alors, l'entrepreneuriat à l'honneur aujourd'hui avec la directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat au rang 1, Ahmed Ben Bella, c'est Madame Fatima Zahra Zakhed. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci, alhamdoulilah, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Madame Sabrina Belkessa, alors porteuse de projet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va. Très bien. Alors, on va parler bien sûr, on commence par le Centre de développement de l'entrepreneuriat, le CDE. Donc, on aimerait bien connaître ses missions principales. Donc, le Centre de développement de l'entrepreneuriat CDE a été créé pour accompagner les porteurs de projets. Donc, c'est un partenariat entre le ministère de la Recherche scientifique et le ministère des études supérieures. C'est ça, c'est dans la recherche. C'est le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de l'Économie et de la Connaissance des startups et des micro-entreprises. Donc le CDE, c'est un organisme qui soutient les porteurs de projets en leur offrant 3 missions principales, c'est l'accompagnement, la formation et la sensibilisation. Justement, j'allais vous poser la question, comment vous accompagnez, comment se fait l'accompagnement des jeunes étudiants porteurs de projets? Donc, le CDE propose des programmes de formation exhaustifs. Donc, il couvre tous les aspects de la gestion des entreprises et la gestion financière, et en passant par le marketing et la vente. Alors, et quel genre de formation et d'atelier propose le centre? Donc, la formation dure 15 jours, étalée en 3 semaines, avec 5 modules. Donc, les 5 modules, c'est des cours théoriques et des cours pratiques. Concernant les cours théoriques, c'est sur les fondements de l'entrepreneuriat, les compétences de l'entrepreneur. Et sur le volet pratique, on a la gestion et la création d'entreprises par des ateliers, des exercices, des études des cas et des témoignages. Alors, certainement, dans chaque centre, on va dire, il a des partenaires, il a une collaboration. C'est ça. Donc, quelle est la collaboration du CDE, national ou international? Donc, on a la collaboration avec la NESDA, c'était l'ex-LANCEJ. La NESDA, c'est l'Agence nationale d'appui et le développement de l'entrepreneuriat. Donc, le rôle de la NESDA, c'est d'accompagner et financer les futurs entrepreneurs après la formation au CDE. Oui. Donc, pour la formation, les 2 premières semaines, c'est animé par les enseignants universitaires expérimentés. C'est des experts, c'est des spécialistes en entrepreneuriat et en économie. Et la 3e semaine, c'est la dernière semaine, c'est animé par les formateurs et les accompagnateurs de la NESDA. Très bien. Alors là, je m'adresse à la jeune Sabrina qui est porteur de projet. Alors, vous allez savoir, elle a fait quoi? Là, c'est chapeau bas, franchement, parce que ça m'a plu, votre idée m'a beaucoup plu, parce qu'on va puiser dans tout ce qui est naturel, on va dire. Donc, je vous laisse parler de votre projet, je n'ai pas envie de le dire moi. Donc, parlez-nous un petit peu de votre projet. Déjà, quelles sont les études que vous avez faites? Donc,
Premièrement, mon projet s'inscrit sur la production d'une crème cicatrisante et d'un complément alimentaire pour les inflammations articulaires. Voilà, elle est là. Voilà la crème. Elle nous a même ramené la crème. Voilà. Oui. Et aussi, on a développé une application mobile. Avec, oui, une application mobile comme un guide pour les malvoyants. Et il y a généralement pour tout le monde et spécifiquement pour les malvoyants. Donc vous avez utilisé le braille, c'est ça? Oui. C'est bien. Cette application fait des informations sur les produits, fait des conseils, fait des recettes pour la santé au Kamel. Très bien. Alors, les compléments alimentaires, ils sont là. Oui. Donc, à quoi servent ces compléments alimentaires? Il y a pour les inflammations articulaires. Même pour l'arthrose, ça marche? Oui. Pour l'arthrose, ça marche? Oui. C'est bien ça. Ça, c'est une révolution médicale en fait. Hein. Vous êtes en train de... Peut-être après les essais et tout, après 10 ans ou 5 ans, Oui. on peut le transformer comme un médicament. Ah, très bien. Oui. Donc, bon courage pour ça. Hein. Oui. Donc, est-ce que ce sont les mêmes? Les mêmes, mais ça diffère. La composition? Oui. La composition du produit? Oui. Donc, quelle est la différence entre les deux? On est obligé de parler. Ne nous donnez pas la composition, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste la différence des deux. La différence, c'est que على حسب هنايا الواحد il est progressif ou l'autre l'effet تاعو direct. Ah d'accord, très bien. Oui. Ça prend du temps, oui. Mais l'autre c'est un effet rapide. Oui, rapide. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la texture de cette crème? La texture, elle est 100% naturelle? Oui, elle est 100% naturelle. Et qu'est-ce que... bon, vous n'allez pas nous dire elle est composée de quoi? Oui, elle est composée d'huile essentielle d'une plante et des trucs qui sont totalement naturels. Très bien. Donc vous êtes parti dans la nature, oui, chercher. Alors comment vous avez eu l'idée justement de fabriquer cette crème cicatrisante? Donc comme j'ai les études théoriques comme je suis biologiste pharmacologue, donc les études théoriques, la moitié des études c'est la nature, des trucs végétaux kamel. Je me suis dit pourquoi pas dire un truc pour les cicatrices à base de plantes. Et en plus, c'est que ça marche. Hein. Oui. Alors là, on est en train de me dire, est-ce que même elle a un bon effet sur des cicatrices de longue date? Est-ce qu'elle donne de l'effet sur... C'est pour les cicatrices récentes. Même j'ai... Ah, récentes? Oui. D'accord. Même j'ai des photos pour des cicatrices, des opérations. Je peux les voir? Oui, bien sûr. Parce que là, moi, je suis très curieuse. Hein. Là-dessus, je suis très curieuse parce que c'est très intéressant ce que vous avez... Oh! La deuxième, oui. Après 30 jours d'application. Alors, je ne sais pas si on peut les montrer avec notre réalisatrice Fatima Tahri. Alors, regardez l'évolution de la cicatrisation. Alors, vers la fin du traitement, c'est ça. Non. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est pour combien de temps le traitement? Il dure 30 jours. Après 30 jours d'application de la crème. 30 jours. Est-ce que vous l'avez mise en circulation, la crème? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en vente? Est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on peut l'acheter? J'ai pas encore mis en marché le produit. Et ça sera quand? Ça sera pour quand? Après avoir le financement, Inch'Allah. Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez fait une étude de marché, justement? Oui. Et ça a été comment? Ça a été l'année passée. Oui. Alors, les résultats de cette étude de marché, oui. Les résultats sont... l'étude de marché... C'est cher, c'est pas cher? Est-ce que ça coûte très cher? Qu'est-ce qu'il vous faut comme base afin de fabriquer ces produits? C'est pas vraiment trop cher. Aux alentours de
De combien? 7 millions. 7 millions. 7 millions de dinars. Oui. Pour arriver à ce résultat. Oui. Beaucoup plus. Oui. Alors, vous passez par combien d'étapes? Bien sûr, l'étape... Afin d'arriver à ça. Moi, je parle beaucoup plus de la crème. Hein. Oui. Donc moi, au niveau de laboratoire, pendant 6 mois. Ah, d'accord. Au niveau de laboratoire. Mais avec des machines industrielles. Des appareils normaux à laboratoire. Ah, d'accord, très bien. Oui. Alors, puisque vous m'aviez dit que c'est à base de plantes, d'huile, d'une plante, voilà. Alors, comment se fait l'extraction de l'huile? L'extraction de l'huile, en premier lieu, on a utilisé une colonne, le rot à vapeur après la colonne pour extraire l'huile essentielle. Et c'est facile de le faire? Est-ce que ça se fait, on va dire, à l'échelle nationale, ou alors c'est spécifique pour vous? C'est pas facile à le faire, non. Ça dure. Pour avoir l'huile essentielle d'une plante, donc une plante, par exemple, on peut dire 3 à 5 kilos d'une plante, à 8 millilitres. Oui. Vraiment... Un tout petit peu comme ça? Oui. Ah, c'est pour ça que ça coûte cher. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, on parle d'un chiffre colossal. 7 millions de dinars, c'est 700 millions, quoi. C'est 700 millions voilà. pour laboratoire. Pour tout le laboratoire? Oui, pour tout le laboratoire. D'accord. Alors, et comment c'est fait l'accompagnement du CDE? Par rapport à l'accompagnement du CDE, par rapport à la formation? Oui, vraiment. La formation et l'accompagnement dans ce projet. Ils ont fait tout. Ils ont tout fait? Oui. Vous n'avez pas eu de problème? Non. D'accord. Et vous êtes seul sur le projet? Ou alors vous avez un ou une binôme? Non, seul. Non. Et comment se fait-il que vous avez eu cette idée, on va dire, de faire une crème cicatrisante et de 1, et de 2, des compléments alimentaires pour le problème, on va dire, articulaire? Oui, le marché algérien, bien sûr, nécessite ça. Le marché algérien? Oui. Comment ça? Le marché, par exemple, si on parle là, le complément alimentaire, les personnes âgées, bien sûr, nécessitent des trucs naturels pour on ne peut pas dire un traitement, mais oui. L'idée est partie, elle s'est envolée. Oui, c'est normal, c'est votre première télé. Oui. Donc la prochaine fois, certainement, vous allez être beaucoup plus détendu. Oui. Très bien. Donc, bon courage à vous. Merci. Et bon vent. Merci. Un dernier mot Le centre de développement de l'entrepreneuriat, donc les porteurs de projets qui étaient accompagnés et formés par le CDE, sont mieux préparés, donc ont des projets solides. J'invite les intéressants par l'entrepreneuriat, par la formation du CDE, à visiter la plateforme cde.dz. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bon courage et puis bon vent pour vous aussi. Merci. Donc, sujet sur la myciculture, signé notre journaliste d'information Khaira Boutaleb et lecture Selim Skandar. Restez avec nous, hein, on est encore là. Hein. Farouk, jeune diplômé universitaire, a démarré son projet de culture des champignons alors qu'il était encore étudiant. Aujourd'hui, son projet est déjà commercialisé dans plusieurs wilayas. Cela fait 1 an et demi que j'ai lancé ce projet avec le soutien de mes parents. Il est issu de mon expérience universitaire. Nous produisons environ 6 tonnes de champignons par mois,
surtout du champignon de Paris. Nous travaillons actuellement sur la production de terfès et de truffes noires. Ils maîtrisent chaque étape de production, de l'incubation à la récolte, grâce à des techniques simples, naturelles et rigoureuses. Nous choisissons un substrat stérile auquel nous ajoutons le mycélium. Nous contrôlons température, humidité et aération pour qu'il colonise le sol. Une fois le mycélium a pris possession du substrat, nous ajustons les conditions pour déclencher la fructification. Alors apparaissent les champignons que nous récoltons au moment idéal. Chaque détail compte pour obtenir des champignons savoureux. Notre objectif est par ailleurs de développer ce projet et d'ouvrir des postes d'emploi. الحمد لله رانا نسيو نوفروا البرودوي تاعنا كاع المطاعم ولي سناك لي ريستورون لي زوتيل ورانا زايدين دوطخ برودوي كيما البازيليك سالاد روكيت سالاد فريزي طوماط سوريز. Avec son initiative, la myciculture s'impose désormais comme une opportunité économique concrète pour les jeunes porteurs de projets. Et voilà les jeunes porteurs de projets qui s'intéressent à des, on va dire, à des domaines vraiment qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est bien, hein, c'est encourageant de voir les jeunes Algériens porteurs de projets qui s'intéressent à beaucoup de choses. Merci et bon vent à vous. Et bien sûr, je vous ai dit qu'on va percer le secret du layer cake en cette matinée avec Shiraz Morouni. Alors elle a eu un premier prix lors d'un concours national. Elle est avec nous, d'ailleurs elle est présente avec nous, elle nous a ramené même un layer cake. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Et vous? La baisse? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à la pâtisserie? J'ai toujours aimé la pâtisserie, dès mon jeune âge. J'avais 17 ans, j'ai déjà appris les gâteaux traditionnels. Et puis avec le temps, j'ai appris les layer cake et tout. Surtout les layer cake, parce Oui, que c'est la grande mode d'ailleurs. Oui, c'est un domaine très passionnant. C'est un domaine très très passionnant. Dans quel sens passionnant? Il y a toujours de la nouveauté. C'est pas un modèle, c'est-à-dire à voir tous les jours. Il y a toujours du nouveau, quoi. Oui. Il y a toujours un de nouveau modèle. l'innovation. Toujours un nouveau modèle. Des fois des fillettes, des fois des petits garçons. Il y a les layer cakes, les pièces montées des mariages. Donc il y a toujours du nouveau, quoi. Très bien. Alors, avant de parler justement du layer cake, bon, là, j'ai un petit peu rompu notre rencontre. Oui. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu, il est très beau. Merci. Avec un dessin magnifique, Merci. des couleurs magnifiques d'ailleurs, qui attirent l'œil, on va dire, avant de le goûter. Hein. Merci. Donc, parlez-nous un petit peu de votre participation à ce concours. Alors bon, pour la... Il y avait combien de personnes qui étaient en lice? Il y avait 4. J'étais la 4e. Il y avait 3. C'était l'école Eshra. Et puis moi, j'étais la 4e. Voilà, c'était un peu stressant, c'était un peu, on va dire, fatigant. Ça s'est déroulé comment? Alors, il y avait 2 jours, 6h, 6h, c'est tout. D'accord. Alors, le premier jour, c'était quoi? Alors, le premier jour, c'était le fourrage des cakes, c'était, on va dire, la ganache de couverture et tout. Et le deuxième jour, en 6h, on devait tout décorer, tout préparer, tout nettoyer, avant que les jurys goûtent. Très bien. Alors, c'était avec quel gâteau vous avez eu le premier prix? Avec celui-là. Ah, avec le layer cake? Oui, oui. Alors, il y avait 5 étages. Oui. C'est-à-dire que le concours, ils ont exigé un thème algérien. Typiquement algérien. Oui, et c'était quel thème? Alors, j'ai préféré de préparer les tenues traditionnelles. Justement, c'est ce que je vois ici. Oui, oui. D'ailleurs, il y a les couleurs de la Kabylie, il y a les couleurs de... Et puis, il y a la blouse oranaise. Effectivement, la blouse oranaise. Oui. Il y a la tenue traditionnelle kabyle. Voilà, et puis il y a le kaftan algérien. Le kaftan algérien. J'ai essayé de préparer, enfin, j'ai essayé de... D'ailleurs, on vous voit en train de préparer. Oui, c'est ça. J'ai essayé de présenter
un petit peu les tenues traditionnelles, parce que comme l'Algérie, c'est riche comme Effectivement, comme c'est tenue. vaste. Exactement. C'est-à-dire, si je prépare tout, je dois au moins faire 20 étages ou la 25 étages. Donc, j'ai choisi 4 modèles. Et puis, le 5e D'ailleurs, étage... la bleue, c'est le blouse al-Wahraniya. Exactement, avec Khayt al-Rouh et tout. Khayt al-Rouh, exactement. Oui, oui. C'était la tenue les Kabyles. Avec justement la chaîne. Oui, exactement. En argent. Ou il faut que c'était on va dire c'était entre un caftan et un calaco algérois. Très bien, alors le layer cake a ses secrets. Mais il n'a plus de secret pour vous. Oui, bien alors, sûr. quel est le secret de réussite d'un bon layer cake? Alors déjà, il faut être patiente. Parce que il faut patience et minutie. Exactement, parce que c'est les petits moules, c'est fatigant. Donc il faut vraiment aimer. Il faut combien de temps pour confectionner, par exemple, ce layer cake? Bon, pour une débutante, peut-être ça prend beaucoup de temps. Mais vu l'expérience, on devient plus rapide, oui. On devient plus rapide. Qui m'a fait le concours, c'est-à-dire les 5 étages, on fait 6 heures. Les 4, c'est-à-dire même au moins, ils étaient très professionnels. Donc les 5 étages, on devait les couvrir de la pâte à sucre, préparer les motifs, c'est-à-dire sur place. Oui, sur place. On devait tout préparer sur place. C'était en 6 heures. C'était un concours assez. Alors, assez et comment vous alliez justement esthétique et goût? Alors, pour le goût, ils ont exigé un goût algérien aussi. C'est-à-dire, même le goût, ils ont exigé un goût algérien. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme goût algérien? Alors, j'ai fait 5 goûts. Oui, d'accord. Alors, une crème au beurre ou le fourrage Jouzia, vu que le Jouzia, c'est constantinois, exactement. Ouais. Donc, c'est bon typiquement algérien. Surtout pour avoir un vrai goût. Alors là, Jouzia, c'est le top, hein. Oui, c'était vraiment très bon. Oui. J'ai fait une ganache chocolat blanc aux dattes. C'est algérien. Exactement. Voilà, exactement. J'ai fait du chocolat noir avec un insert d'orange. Ah bah c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et on est en pleine saison justement. Exactement. Et puis j'ai aussi préparé une ganache au chocolat blanc avec un insert de figues. Waouh. C'était très difficile à trouver les figues vu que c'est pas la oui, saison. c'est pas la saison. Exactement. Et il faut trouver la bonne figue. Exactement. C'était très difficile à chercher, mais alhamdoulilah. Mais alhamdoulilah, j'ai pu la trouver. Vous avez trouvé les ingrédients, les bons ingrédients. Au le 4e goût, je me suis inspirée par un chocolat Dubaï. Alors c'est le qtaïf et puis voilà, donc pistache. Non, j'ai fait autre chose. Vous avez fait le qtaïf avec les noisettes au chocolat à tartiner noisettes. C'est algérien. C'est algérien. Donc j'ai fait les 5 goûts algériens. C'était, alhamdoulilah, c'était très bon. C'était très bon, ce mélange un petit peu. Oui, alhamdoulilah. C'est-à-dire même parce que ils ont goûté. Alhamdoulilah, tout le monde a aimé. Alors, en dehors du concours, quelles sont les crèmes que vous utilisez le plus dans vos layer cakes? Alors, généralement, c'est le choix de la cliente. C'est-à-dire, Anna, j'exige pas à la cliente. Vous ne proposez pas à la cliente parce que des fois, on connaît pas. Je propose plusieurs goûts de la génoise ou plusieurs goûts de la crème. D'accord. Effectivement, j'adore le citron parce que là, on m'a dit citron pour Imen. Oui, j'adore le citron. Oui, donc je propose à la cliente les génoises, elle adore les brownies au lieu de la génoise. À la place de la génoise, vous mettez... la génoise, tu bien imbibée. Tu vois, donc ça dépend. La pâte à choux aussi. Non, pas vraiment. Non. Le layer cake, on peut pas. Ah d'accord, c'est pas possible. Oui, parce que c'est difficile de la monter. Voilà, exactement. Je dois respecter le choix de la cliente. Alors vous êtes... Oui, allez-y. Pardon. Mais généralement, la clientèle, généralement, ils choisissent le chocolat au lait avec noix noisette pralinée.
Ouais, C'est-à-dire généralement, c'est le ils- goût préféré de tout le monde. Généralement, hein, généralement. Moi, je suis beaucoup plus fruitée qu'autre chose. Hein. Oui, Donc, je j'ai n'aime une pas le chocolat. catégorie, Je Haka. suis l'une des rares personnes qui n'aime pas le chocolat. Donc, عندي une petite catégorie هكا. voilà. Alors, vous êtes pâte à sucre ou pâte d'amande? Parce Non, que dans le pâte à temps, sucre. il n'y avait pas cette pâte à sucre. Il n'y avait que la pâte d'amande qu'on mettait, qu'on façonnait, Oui. qu'on mettait sur les tartes. Bon, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas les layer cakes. Oui. C'est les 5 dernières C'était- années qu'il y a eu On va dire plus. ce gâteau. Voilà. Donc, vous utilisez beaucoup plus la pâte sucrée, la pâte à sucre ou alors la pâte d'amande. Parce que des fois, on aime bien hein, Oui. ce qui est amande. Je fais pour la pâte d'amande, c'est pas possible de couvrir un layer cake de la pâte d'amande. C'est pas possible parce qu'elle est collante. Premièrement, elle est collante. Et puis, c'est-à-dire ما تمشاش معنا نيشان. Du coup, ما تعطيناش هذيك la forme, هذيك la texture شابة فوق le layer cake. Par contre, la pâte à sucre, elle est malléable. Ah, d'accord. Du coup, ça est là qui met la pâte à modeler. Donc, on peut la travailler très facilement avec les moules. C'est-à-dire, on peut la travailler facilement. Comme on veut. Voilà. À notre guise. Voilà. Très bien, donc le layer cake n'a plus de secret pour nous. Pour avoir un bon layer cake, donc il faut avoir de bons ingrédients. Exactement. Voilà, et un bon choix aussi. Un bon four aussi. Un bon four, exactement. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Sheraz. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir et Elf Mabrouk. Merci beaucoup. À d'autres consécrations, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi merci pas. beaucoup. À l'international, hein, pourquoi Inch'Allah, pas. ya Rabbi, Très bien, quant Inch'Allah. à moi, chers amis du matin, j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes en cette matinée du 3 décembre 2025. Il est 9h30 tapante. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. بلادي هي الجزائر وعليهم